Pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Frank. Chapitre 5. Conservateur et modéré. Au Kansas, le changement le plus important et le plus significatif concerne le Parti républicain de l'État, au sein duquel une véritable guerre civile oppose, depuis près d'une décennie, les modérés aux conservateurs. Ce parti est depuis toujours un élément central de l'identité du Kansas, initialement peuplé par des Free Soilers, ces colons qui menèrent une guerre de frontières permanente contre les esclavagistes du Missouri, c'est-à-dire à l'époque les démocrates. Ainsi, le Kansas n'a-t-il envoyé aucun représentant démocrate au Sénat avant 1932. Pour autant, ceux-ci n'étaient pas particulièrement conservateurs. Les plus éminentes figures républicaines de l'État, William Allen White, Ralph London, Dwight Eisenhower et même Bob Dole, sont toutes issues de l'aile progressiste, ou du moins modérée, du parti local. Et même si le régime fiscal du Kansas est traditionnellement serré et qu'on y a interdit la distillerie, on y trouvait néanmoins jusqu'en 1986 quelques établissements scolaires excellents, des services publics performants et un taux de fiscalité suffisamment élevé pour financer le tout. Sous cet aspect, le Kansas était plus proche du Minnesota que de l'Alabama. Plus important encore, le Kansas a toujours été à l'avant-garde du combat pour les droits des femmes. Le vote des femmes y fut proposé pour la première fois en 1867 et acquis définitivement en 1912. Le Kansas est également l'un des rares États à avoir considéré le droit à l'avortement bien avant 1973, et la juridiction issue du procès Roe versus Wade, un peu plus tard, Roe versus Wade, je vous fais la belle page, opposant le procureur Wade à Jane Roe, citoyenne du Texas qui contestait la constitutionnalité des lois interdisant l'avortement dans son État. Ce jugement, toujours controversé de la Cour suprême des États-Unis, se déclara en faveur de cette dernière. Un peu plus tard, la grande ville du Kansas, Wichita, eut le privilège discutable d'être le seul endroit de la région où les femmes pouvaient avorter assez tardivement dans la clinique du docteur George Tyler. Comme les enragés ne se lassent pas de le dire, le Kansas était alors la capitale américaine de l'avortement. Donc les enragés dans le texte, en français. Et la capitale de l'avortement, c'est formule utilisée au Congrès par l'élu républicain de Wichita, Todd Tiahrt, ainsi qu'au grand rassemblement qui s'est tenu à Wichita en 91, dont nous parlons plus loin dans ce chapitre. Certes, le Kansas a toujours été une terre assez religieuse, mais dans les années 70 et 80, on y parlait guère des devoirs de la religion. Bien sûr, il y a toujours eu les dingues de service. Dans mon enfance, une bande de réactionnaires acariâtres, baptisée Armée révolutionnaire capitaliste, dévalisa une banque du Johnson County en tuant quelques policiers. Mais en règle générale, le Kansas était aussi moyen et ordinaire en politique qu'il l'était sous bien d'autres aspects. David Atkins, un sénateur de l'État qui a grandi à Salina, dans un milieu baptiste fondamentaliste, il est aujourd'hui dans le camp des républicains modérés, ne se souvient pas qu'un seul des sujets politiques, avortement homosexuel ni aucune des questions à la mode qui dominent aujourd'hui le discours républicain, ait jamais été évoqué au cours de sa formation religieuse ou dans la pratique de sa foi. Ancien élu de Wichita de la Chambre des représentants et membre de cette espèce si rare, le démocrate du Kansas. Dan Glickman affirme que lorsqu'il était membre du conseil d'administration des établissements scolaires de la ville, les questions idéologiques n'étaient jamais évoquées. Au début des années 80, j'ai personnellement assisté à un conseil d'établissement réuni à la demande expresse d'une mère qui exigeait le bannissement de certains livres de la bibliothèque du lycée. Tandis qu'elle déroulait, scandalisée, la liste de ses récriminations, liste préétablie qu'elle s'était sans doute procurée auprès de la John Birch Society, les administrateurs du lycée se retenaient manifestement d'éclater de rire. À la fin de ces mêmes années 80, le Kansas s'assoupissait complaisamment dans son traditionnel centrisme pragmatique. Il était représenté par 2 élus démocrates et 2 élus républicains modérés, dont une femme.
dit Bob Dole était considéré comme un conservateur lors de sa candidature à la vice-présidence en 1976, au moment de sa désignation comme candidat républicain à la présidentielle en 1996, il était solidement installé dans le camp des modérés du parti. L'autre élue républicaine du Kansas, la sénatrice Nancy Kassebaum, pourrait être qualifiée de républicaine libérale. Au cours des années 80, le Parlement de l'État avait été dominé par les habituels républicains modérés qui votaient les lois sans se poser de questions. En 1990, le Kansas était si ouvert politiquement que les électeurs envoyèrent pour la deuxième fois seulement, depuis la Seconde Guerre mondiale, une majorité démocrate au Parlement de l'État. Cependant, plus significatif pour notre propos, ce parlement abritait depuis un certain temps déjà une petite bande d'excentriques ostensiblement droitiers qui amusaient la galerie en faisant régulièrement obstruction sur les projets de loi touchant à la fiscalité. Ils interrompaient les séances ou mettaient des bâtons dans les roues du gouvernement local dès que l'occasion s'en présentait. À la fin des années 80, une dizaine de républicains de ce type siégeaient au Parlement, parmi lesquels une véritable peste que ses collègues baptisèrent la vipère locale. Mais c'est l'année 1991 qui marqua le début d'une révolte qui allait propulser ces républicains venimeux de l'état de groupuscule à celui de force politique dominante. Force politique dominante de l'État, régulant du même coup le Parti démocrate au statut de tiers parti et réduisant à néant les vestiges de l'héritage progressiste du Kansas. On pense d'ordinaire à la réaction comme à un phénomène remontant aux années 70. Émeutes contre la désagrégation scolaire, révolte fiscale, ou plus tard, aux années 80, la révolution réganienne. Mais au Kansas, le grand glissement vers la droite date en fait des années 90, et l'histoire dure encore. Le coup qui entraîna la chute vertigineuse du Kansas dans le gouffre de la réaction fut porté par Operation Rescue, le mouvement anti-avortement d'envergure nationale, fameux pour sa stratégie agressive contre les cliniques où était pratiqué l'avortement. Cette campagne prit le nom d'été de grâce, et il s'agissait, à l'instar de ce qui avait été pratiqué à Atlanta en 88 et à Los Angeles en 90, d'une campagne de désobéissance civile qui toucha tout le territoire de Wichita en juillet 91. Mais dans cette ville, connue pour la ferveur religieuse de sa population, abritant la clinique de Tyler, les événements y prirent une toute autre envergure. Bien décidés à profiter de ce paradoxe criant, les manifestants firent en sorte de faire entrer en conflit ces deux aspects de l'identité profonde du Kansas. En d'autres termes, de contraindre chaque citoyen de l'État à choisir son camp et à entrer dans la lutte. Ce qui assura la victoire d'Operation Rescue et fit la particularité de l'été 91 par rapport au rassemblement de la ville, qui décidèrent de fermer leurs portes dès par rapport au rassemblement anti-avortement antérieur, fut la réaction des cliniques de la ville qui décidèrent de fermer leurs portes dès le début des manifestations. Cette stratégie désastreuse adoptée sur les conseils de la police de Wichita passa aux yeux de certains membres du mouvement anti-avortement pour un véritable miracle. Pour la première fois, ils avaient réussi à interrompre totalement l'industrie abortive. En juillet et en août, les militants se rassemblèrent par milliers à Wichita, se répandant dans les rues, s'enchaînant aux grilles des cliniques, s'allongeant devant les roues des voitures, emplissant les prisons et manifestant devant les domiciles des médecins qui pratiquaient l'avortement et de ceux qui étaient jugés complices de cette culture de mort. L'événement le plus marquant de l'été de grâce fut le gigantesque rassemblement qui eut lieu dans le stade de l'université d'État de Wichita. Comme les organisateurs de la manifestation n'attendaient à l'origine que 7000 personnes, seule la moitié du stade avait été réservée. Mais c'est plus de 25 000 personnes qui firent le déplacement pour occuper la totalité du complexe sportif. Après être monté sur le podium, Pat Robertson déclara « Nous resterons ici jusqu'à ce que chaque bébé soit sain et sauf dans le ventre de sa mère. » Puis le fondamentaliste Donald Wilmot s'en prit à la perversion libérale de la presse, et le militant anti-avortement
Joe Shaler, appela à multiplier les mouvements de ce type à travers tout le pays. Certains responsables d'Operation Rescue s'adressèrent même à la foule par téléphone, depuis les cellules où ils avaient été provisoirement détenus. Pour finir, on eut droit à une scène digne du Spartacus de Kubrick. L'un des organisateurs de la manifestation demanda à ceux qui n'habitaient pas à Wichita de se lever. Selon les journaux, près de 2 tiers de la foule s'exécutèrent. Lorsqu'il demanda aux citoyens de Wichita de se lever à leur tour, la foule unanime se mit debout. Spécialiste du populisme du XIXe siècle, Lawrence Goodwin prétend que ce type de mouvement culturel est inhérent à la protestation de masse. Les gens ont besoin de se contempler, en train d'expérimenter des formes démocratiques. Sans doute Goodwin pensait-il en écrivant cela aux grands rassemblements éducatifs des populistes d'autrefois et aux défilés qui duraient parfois une journée entière dans les petites villes du Kansas. Mais son propos vaut aussi bien pour cette phénoménale démonstration de populisme inversé qui eut lieu à Wichita un siècle plus tard. Soulignons que le dernier jour de l'été de grâce, au cours d'un défilé géant dans les rues de la ville, des gens venus des zones rurales autour de Wichita conduisaient des tracteurs et des camionnettes, arborant pour l'occasion des photos anti-avortement. C'est à ce moment précis que le mouvement conservateur du Kansas prit clairement conscience de son importance, et c'est à Wichita qu'il prit toute son ampleur. Si d'autres événements de cet été-là semblent aujourd'hui oublier, tous les militants anti-avortement à qui j'ai pu parler se souviennent très précisément de ce gigantesque rassemblement. Présidente de Kansas for Life, groupe anti-avortement du Johnson County, Mary Kay Culp se souvient de s'être rendue en bus à la manifestation. Bud Edson, un entrepreneur qui travaillait à l'époque pour le Sedgwick County, parle des événements qui s'étaient déroulés dans le stade comme d'une révélation. Mes idées s'exprimaient enfin. Et de fait, elles se sont largement exprimées. Tim Golba, un ancien président de Kansas for Life, a raconté comment le carnet d'adresses du groupe s'accrut de quelques 10 000 noms au cours des 6 semaines suivantes. Et les responsables conservateurs des rassemblements de Wichita se portèrent candidats à des postes locaux. Ces gens s'étendaient de tout leur long sur les autoroutes, se souvient Mark Gedson, un activiste chrétien, qui devait rapidement devenir le président de la section républicaine du Sedgwick County. D'où leur dision « Nous vous admirons pour votre courage, pour votre détermination, mais nous avons pour vous des missions plus importantes que de vous allonger sur les autoroutes. » En août 92, Gridson affirmait « 87% de nos militants déterminés et identifiés anti-avortement étaient inscrits dans les sections locales du parti. » Le Kansas modéré fut totalement horrifié. Les journaux de cet été-là soulignaient l'hostilité des habitants de Wichita pour ce déferlement d'étrangers à la ville. Il fut même proposé de prendre des mesures législatives pour remettre les manifestants à leur place, d'infliger des peines sévères aux bloqueurs de cliniques et d'inscrire définitivement le droit à l'avortement dans la législation du Kansas. De façon à ce que si le verdict du procès Roe vs Wade était un jour remis en cause, la loi propre à l'État garantirait le droit à l'avortement en Kansas. En mars 92, le décret sur l'avortement fut voté par la Chambre des représentants de l'État à une imposante majorité, mais il connut quelques ennuis au Sénat local, quelques semaines plus tard, aux grandes dames des éditorialistes locaux. La tentative d'inscrire définitivement le cas Roe vs Wade dans la loi coïncida, assez paradoxalement, avec un autre grand thème journalistique de cette année-là, la mise en avant du goût populaire pour ce qu'on appelait la politique politicienne. Publication à l'avant-garde du prétendu journalisme civique, le Wichita Eagle publia un nombre incalculable d'articles
dans lesquels les journalistes s'étonnaient du déclin de popularité de Bush père, soulignaient l'importance de la défaite de divers hommes politiques nationaux dans certaines élections primaires et publiaient sondages et focus groups pour mesurer la désaffection des électeurs à la veille de l'élection présidentielle. Sous la une annonçant «Le peuple en a marre», le journal se livrait à une excellente imitation de la colère populaire et affirmait «Le peuple en a marre des problèmes des politiciens et du système qui les engendre tous les deux. On dit que la révolte des électeurs est en marche, que le peuple veut prendre le contrôle du système. » Mais ce que le journal entendait dire au travers de cet appel à la rébellion, c'était tout bonnement qu'il serait judicieux que tout le monde s'inscrive sur les listes électorales et se rende aux urnes le jour venu. Et de préférence afin de voter pour ces braves républicains modérés qui cesseraient alors de tergiverser et voteraient illico le décret sur l'avortement. Si les journalistes ne se trompaient pas sur l'avènement prochain de la révolte des électeurs, en revanche, ils n'avaient pas deviné l'identité exacte des révolutionnaires en question. Pas question de républicains modérés. Ceux qui étaient dans les faits destinés à reprendre le contrôle du système, c'étaient les militants anti-avortement. Ils constituaient un mouvement authentiquement populaire né de la protestation et convaincu de la justesse de sa cause. Ces militants racontaient à qui voulait les entendre l'histoire de leur persécution par la police, la justice et les classes aisées. Certes, il n'avait pas d'organe de presse propre, et de son côté, le Wichita Eagle publiait nombre d'articles où des experts mettaient en garde contre les revendications extravagantes et les brandisseurs de Bibles. Mais l'un d'entre eux imagina une Godarchi Hotline, un numéro de téléphone que l'on pouvait appeler pour y apprendre les recettes de l'activisme. Ces conservateurs en herbe du Kansas étaient également prêts à travailler plus dur que le kidam ordinaire pour atteindre leurs objectifs politiques. Ce fut, et c'est encore, un élément essentiel de leur succès, et ils en avaient parfaitement conscience. L'autre camp n'a pas de programme, disait le type de Godarchi en 92, mais nous en avons un, le royaume de Dieu. Après s'être allongés devant les voitures pour faire cesser l'avortement, ils mettaient à présent leur corps au service de l'aile droite du Parti républicain. Au cours des élections de 92, l'histoire courut qu'une élue modérée de Wichita avait appris que son aide de campagne la plus dévouée était en fait une espionne des fondamentalistes. Quand on lui demanda de s'expliquer sur toute cette affaire, la personne en question déclara, du fond de la cellule où elle avait été expédiée pour avoir bloqué l'entrée d'une clinique qui pratiquait l'avortement, « C'est l'œuvre de Dieu !» Plus encore, les militants conservateurs étaient assez déterminés pour voter en masse aux primaires républicaines qui, au Kansas, se déroulent malheureusement au mois d'août. En 92, les conservatrices conquit la totalité du parti républicain du Kansas. Au Johnson County, au Sedgwick County, Wichita, et dans toutes les autres régions les plus peuplées de l'État, les nouveaux militants enthousiastes s'emparèrent des instances du parti et renvoyèrent sans ménagement les modérés du Kansas au vestiaire. Dans le Sedgwick County, près de 19% de nouveaux élus de la circonscription, qui avaient renversé la vieille garde républicaine, possédaient un casier judiciaire remontant à l'été de grâce. Et 83% des nouveaux membres des assemblées de circonscription récemment élus étaient des ennemis de l'avortement et des membres de la droite religieuse. L'un d'entre eux alla même jusqu'à déclarer à cette occasion « Je ne suis pas ici parce que j'aime la politique. Je déteste la politique. Je suis ici parce que j'aime les enfants qui sont encore à naître. Je suis allé en prison pour eux. » Cet automne-là, Bill Clinton remporta l'élection présidentielle. Mais au Kansas, le Parti républicain, remonté à bloc, s'empara du Parlement de l'État. Un jeune conservateur novice remplaça le démocrate élu depuis 14 ans, qui occupait à cette époque le poste de président de la Chambre du Kansas.
Salut mon télistique. Donc l'imitation de Dieu lui-même. Ah, ils font pas de citation de Dieu pour l'instant. Mais ça viendra. Si on a une, je le ferai. Y a pas de problème. Le fait que le mouvement conservateur soit issu du combat anti-avortement est une ironie frappante. En effet, les historiens attribuent bien souvent le déclin puis la disparition du populisme du XIXe siècle à son incapacité à concrétiser des objectifs matériels et réalistes. Le populisme n'est, selon eux, jamais parvenu ni à nationaliser les chemins de fer, ni à mettre sur pied un système de soutien au prix agricole, ni à remonétiser l'argent. Les électeurs se sont finalement lassés de leurs appels incessants à lutter contre les puissances de l'argent. Pourtant, aujourd'hui, l'objectif concret de mettre fin à l'avortement est par définition irréaliste. Les militants anti-avortement les plus acharnés eux-mêmes admettent qu'il sera très difficile d'y parvenir, sans un bouleversement important de la composition de la Cour suprême, et malgré cela, leur mouvement ne cesse de prendre de l'importance. Preuve que la question de l'objectif politique concret n'a finalement guère d'importance. Les dirigeants traditionnels du Kansas, les républicains modérés favorables à l'avortement, se retrouvèrent donc impuissants devant le formidable essor de l'aile conservatrice. Conservateurs eux-mêmes, mais au sens économique du terme, les modérés républicains se sont alors retrouvés sous le feu incessant des attaques venues de leur droite. Ils goûtaient à leur tour à la réaction et se voyaient reprocher leur mollesse sur tel ou tel sujet. Ils étaient accusés de permettre l'expansion du fléau humaniste séculier et de favoriser la décomposition culturelle. Les dirigeants traditionnels de l'État, des gens qui se jugent comme les plus républicains des républicains américains, se voyaient désormais traités de faux républicains. Et cela les enrageait. Des candidats républicains qui avaient patiemment travaillé pour asseoir leur position dans la hiérarchie du parti depuis des années, voyaient cette position si longtemps convoitée occupée pour finir par des nouveaux venus possédés par l'Esprit Saint, hurlant contre la machine étatique et ne s'intéressant qu'à la lutte contre l'avortement et les impôts. Les conservateurs se rassemblaient dans leurs églises fondamentalistes aux bordures de la ville. Ils participaient en masse aux primaires du parti. Ce que les autres républicains étaient bien incapables de faire. Ils concurrençaient les modérés dans toutes les élections. Puis celle des élus de circonscription jusqu'à celle pour le poste de shérif, les républicains du Kansas récoltaient la tempête qu'ils avaient semée. La mentalité réactionnaire qu'ils avaient si soigneusement encouragée depuis 1968 et qui leur avait permis d'être régulièrement élus à la présidence des États-Unis s'en prenait désormais à eux. Les modérés gémissaient et accusaient. Un parti républicain qui ne dirigeait pas n'était plus un parti républicain, affirmait-il. Pourquoi les mécontents ne se contentaient-ils pas de fonder un troisième parti demandait-il au lieu de s'en prendre leur. En outre, ajoutait-il, les conservateurs religieux ourdissaient secrètement toutes sortes de complots. Selon un modéré du Johnson County, ces conservateurs étaient déterminés à instaurer une ségrégation d'une autre nature. C'est la haine qui les inspire, ajoutait un éditorialiste du Wichita Eagle. Ils veulent que les femmes reviennent à l'époque où les gants blancs étaient un accessoire obligatoire des thés de l'après-midi, où elles restaient à leur place et apprenaient que leur mari en savait toujours plus qu'elles. En 1993, du haut de sa chaire de Village Presbyterian, église traditionnelle nichée aux abords de Mission Hills, le révérend Robert Meneilly s'en prit aux conservateurs, les prévenant que leur obsession de convertir le gouvernement leur reviendrait un jour au visage. Discréditait le christianisme et nuirait à ses missions spirituelles. C'est pour cette raison, continuait Meneilly, que les cadres trop zélés qui s'emparaient du parti républicain local représentaient une menace bien plus dangereuse que l'ancienne menace communiste. Meneilly était sans doute à l'époque l'homme d'église le plus respecté des environs de Kansas City, et son sermon contre les conservateurs catalysa la crainte des modérés du coin. Ce sermon à l'origine de la création de la Mainstream Coalition,
qui se proposait de combattre la droite religieuse, fut même repris par le New York Times. Mais cette dénonciation, émanant d'une figure respectée du Johnson County, eut un effet dynamisant sur les conservateurs venant confirmer leur paranoïa favorite, selon laquelle les chrétiens évangéliques sont les véritables victimes de la société. Les propos de Menaily sont d'ailleurs repris aujourd'hui, extraits de leur contexte, dans un nombre incalculable de publications conservatrices, pour apporter la preuve de la persécution dont les vrais croyants font l'objet. Dès lors, le feu de prairie s'étendit. L'année 1994 fut partout l'année des républicains, et au Kansas, les conservateurs réussirent à éliminer totalement ce qui restait d'élus démocrates de l'État au Congrès américain. Todd Tiart renversa le démocrate pro-avortement de Wichita et Sam Brownback s'empara du siège de l'autre élu démocrate qui avait abandonné son mandat à la Chambre des représentants pour se lancer sans succès dans la course au poste de gouverneur du Kansas. Les conservateurs constituaient en outre la majorité du groupe républicain au Parlement de l'État. Ils s'emparèrent des trois postes clés de la Chambre de l'État et instaurèrent ce qu'ils ont appelé un contrat avec le Kansas, serment solennel d'expédier toujours plus de condamnés à la chaise électrique et de défendre les fœtus. Mais c'est en 1996 que le triomphe des conservateurs fut total, lorsque Bob Dole démissionna de son mandat au Sénat pour se lancer dans la course à la présidence. Le gouverneur du Kansas, Bill Graves, un républicain modéré, nomma Sheila Fram, son propre lieutenant-gouverneur à ce poste. Mais les conservateurs voyaient la chose autrement, et Fram fut facilement battu au cours des primaires du Parti républicain par le très pieux Sam Brownback, célèbre pour son style humble mais inflexible, et devenu entre-temps une figure nationale du mouvement conservateur. Le siège de Brownback au Congrès revient ensuite à Jim Ryan, l'athlète de Dieu. Plus tard, dans le courant de cette même année 1996, les deux dernières représentantes de l'État au Congrès, toutes deux modérées et toutes deux pro-avortement, décidèrent, elles aussi, d'abandonner leur mandat. Les ennemis de l'avortement sautèrent sur les deux postes, transformant la délégation du Kansas à Washington en une délégation à 100% anti-avortement et à 100% républicaine. Fin 1996, les conservateurs avaient de bonnes raisons de se féliciter. Le consensus pro-avortement qui prévalait sans problème et sans complexe en 1991 avait été mis à bas. Les conservateurs faisaient la fête tandis que Bob Dole était intronisé la même année à la convention républicaine de San Diego. Il contrôlait désormais si fermement l'appareil local du parti qu'il s'offrit le luxe d'exclure le gouverneur Graves de la délégation officielle de l'État à la convention républicaine. Les médias nationaux ne purent que remarquer la révolution en cours dans le propre état du candidat à la présidence, et les conservateurs du Kansas furent l'objet d'articles obséquieux dans le Weekly Standard et l'American Spectator. Le formidable Brownback se fit dresser le portrait par les journalistes George Will et Norbert Novak. À l'évidence, les conservateurs étaient l'avenir du pays. À la fin des années 90, cependant, les modérés réfléchirent à la manière dont ils pourraient revenir aux commandes, et les deux camps se lancèrent dans une guerre électorale de plusieurs années, caractérisée par une escalade verbale permanente. Lorsque les modérés du Kansas furent ressaisis du parti en 1999, les conservateurs mirent tout bonnement sur pied leur propre organisation pour maintenir la pression. Sous le nom Kansas Republican Assembly, assez ironiquement, le site du groupe met en garde contre les faux républicains, dont il est dit qu'ils divisent le parti et tournent le dos à la tradition. Au rassemblement républicain comme pour le Kansas Day annuel, par exemple, les conservateurs organisent à présent des événements parallèles. Existe-t-il un autre endroit au monde où la fête nationale fait l'objet de disputes partisanes ? L'amertume demeure encore aujourd'hui empoisonnant toute l'activité politique du parti. Au Kansas, on se dispute souvent avec acharnement les postes d'élus des assemblées de circonscription,
qui sont pourtant tout en bas de la hiérarchie politique. Les élections primaires pour les sièges au Parlement de l'État ou dans les conseils d'administration des écoles, souvent les candidats battus, qu'ils soient modérés ou conservateurs, refusaient d'accepter la défaite et se battre comme de vrais candidats à l'élection définitive. On se querelle sur des broutilles et on organise des campagnes de diffamation, fabriquées de toutes pièces et harissantes de violence. Durant les semaines qui ont précédé les primaires républicaines de 2002, j'ai vu de mes yeux des panneaux écrits à la main sur lesquels on pouvait lire « Soutenez les homosexuels, votez pour X », alignés le long d'une rue très fréquentée pour Dallas, lointaine banlieue de Kansas City. Le candidat ainsi dénigré, homme qui partout ailleurs dans le pays serait considéré comme un conservateur pur jus, m'a expliqué qu'il s'était mis à dos les membres conservateurs de la ville. 10 ans auparavant, pour avoir soutenu la légitimité de la présence des documents d'information sur le sida à la bibliothèque publique. Quelque temps après, le candidat malheureux, puisqu'il a finalement perdu, alpaga le gentilhomme, à l'origine des panneaux dispersés dans les rues et régla leurs différends à coups de poing. Cette guerre fratricide eut une conséquence prévisible. La faction conservatrice surmotivée dominant largement les élections primaires, les modérés n'hésitèrent pas à accomplir l'impensable. Dans le Johnson County, l'une des circonscriptions les plus républicaines d'Amérique, certains responsables républicains modérés étaient si mécontents de l'élu ultra-conservateur et anti-avortement qui les représente au Congrès et leur avait été imposé en 1996 que 2 ans plus tard, ils aidèrent à le faire battre en soutenant un démocrate. Et en 2002, quand un conservateur fut désigné comme un candidat républicain au poste de gouverneur, la plupart des modérés refusèrent de le soutenir, provoquant de ce fait la victoire de la démocrate Kathleen Sebelius. Cette ultime péripétie fut si embarrassante pour le Parti républicain au niveau national, pensez donc l'année même du triomphe républicain, le Kansas républicain passé aux démocrates, qu'elle poussa le franc-tireur républicain Grover Norquist à qualifier les modérés de traîtres et de collaborateurs dont il s'occuperait quand l'occasion s'en présenterait. Il est vrai que la victoire totale avait jusque-là échappé aux conservateurs du Kansas, mais Norquist n'avait pourtant aucune raison de se mettre en colère. La même révolte conservatrice qui avait évincé les modérés avait également nui aux démocrates du Kansas, excepté à la gouverneure Sebelius, en faisant passer leur position au Parlement de l'État d'une majorité écrasante. En 90-92 à quelques 36% des sièges de la Chambre et à un bien pauvre 25% au Sénat local. En 2009 ans, après l'été de grâce, George W. Bush remportait l'État avec une majorité bien plus large que celle de son père en 88 ou de la Chambre des représentants de l'État ou de Bob Dole en 96. Le décret favorable à l'avortement voté à la Chambre des représentants de l'État serait désormais impossible à faire passer. Le climat a tellement changé sur cette question que le type qui dirigeait en 92 la Godarchy Hotline est aujourd'hui, on croit rêver, président du département à la défense des consommateurs de l'État. Si les conservateurs ont considérablement bouleversé l'atmosphère politique de l'État en tant que législateurs, leurs faits d'armes les plus modestes, à l'image de leurs semblables au niveau national, ils n'ont fait aucun progrès dans les guerres culturelles qu'ils mènent. Ils n'ont pas fait interdire l'avortement, ni proposé de politique de soutien aux mères des familles, ni même réussi à expulser la théorie darwinienne de l'évolution hors des écoles. D'ailleurs, il semble bien que les conservateurs aient choisi de se battre exclusivement sur des questions qui ne peuvent précisément pas être résolues par l'application judicieuse des mécanismes étatiques. Le sénateur Brownback, par exemple, a connu pour ses positions essentiellement symboliques. Il est contre le clonage, contre la persécution des chrétiens dans les pays étrangers, contre l'esclavage sexuel dans le tiers-monde. De la même manière, Phil Klein, actuel procureur général du Kansas, s'est rendu célèbre dans les cercles républicains du pays pour ses prises de position sur l'âge légal du consentement sexuel et le viol homosexuel. Ce sont des questions qui ne concernent à peu près personne au Kansas, mais elles servent avant tout de point de ralliement pour les fidèles conservateurs. Elles alimentent la colère, mais n'ont que très peu de rapport avec l'usage pratique et quotidien des outils de gouvernement.
Elles permettent donc aux politiciens conservateurs de prendre des pauses en évitant en même temps toute identification avec l'État tant détesté. Il n'est qu'un seul domaine dans lequel les conservateurs ont obtenu une victoire tangible, leur hostilité intraitable à l'égard de toute forme d'impôt, qui a mené au désastre des finances publiques du Kansas. Après avoir compulsivement réduit les impôts au cours des années 90 ou en incitant les modérés craintifs à réduire ces mêmes impôts pour les calmer, les conservateurs ont placé l'État dans une posture telle que tout ralentissement économique aurait des effets catastrophiques sur son budget. Le naufrage s'est déroulé comme on pouvait s'y attendre. Aujourd'hui, comme de nombreux autres États, le Kansas est confronté à la pire crise fiscale de l'histoire récente. De plus, les conservateurs ne permettront pas une hausse des impôts destinée à sortir l'État du marasme. La seule voie possible est celle que les conservateurs, tant au niveau local qu'au niveau national, nous ont contraints à adopter. Le gouvernement. Cette institution détestable doit disparaître. Cela peut sembler assez terrible à pas mal de gens, mais cette période difficile au cours de laquelle l'État se voit projeté dans le ravin marque le début des réjouissances pour les conservateurs. Selon Burdett Loomis, professeur de sciences politiques à l'Université du Kansas, les conservateurs estiment que si nous sommes dans le rouge de 700 millions de dollars, il suffit de faire des coupes budgétaires de 700 millions de dollars et de faire en sorte que le gouvernement fasse un peu moins de bêtises. Selon Steve Rose, la crise fiscale que connaît l'État n'est pas un accident, ce n'est pas non plus de la négligence. C'est QHS. Ce n'est pas non plus de la négligence, ce n'est même pas de la bêtise. C'est une tentative délibérée, stratégique et parfaitement orchestrée de la part des conservateurs pour assurer que nous serions dans le pétrin où nous sommes. Un pétrin qui pour eux est une véritable gâterie. Lorsque les journalistes nationaux recouvrent la révolution qui a eu lieu au Kansas, ils se grattent à la tête avec circonscription. Ils voient un groupe de républicains du Kansas s'en prendre à un autre groupe de républicains du Kansas, et sont stupéfaits par l'étrangeté et la tristesse du spectacle. Lorsqu'on exige d'eux une explication sociologique, ils attribuent le conflit qui agite le Kansas à une querelle entre fondamentalistes et protestants traditionnels, entre les incultes et les cultivés, voire même à la toute relative adaptation des conservateurs aux manières de faire des grandes villes. Mais en fait, et avant tout, il s'agit d'une guerre de classe. L'antagonisme de classe a été depuis le départ un thème persistant de la Grande Réaction, à l'époque où George Wallace s'en prenait aux libéraux au nom de l'homme ordinaire de la rue, cet homme des usines de textile, celui des aciéries, le barbier esthéticien, le policier pendant sa ronde. Pourtant, l'antagonisme de classe a été obstinément ignoré par les conservateurs de la montée progressive du mouvement conservateur. La question de la classe sociale est toujours un peu déroutante pour les Américains. Ainsi, la plupart des journalistes trouvent-ils plus simple de condamner la réaction pour son racisme, son sexisme ou quelque autre conviction religieuse incompréhensible que d'aborder cette question dérangeante. À cet égard, les républicains modérés sont les moins à l'aise. Par définition, ils ne peuvent admettre la possibilité que c'est la classe sociale qui les sépare des conservateurs. Ils admettent cependant l'existence d'une frontière géographique séparant les anciennes et proches banlieues. Qui forment le Johnson County, où vivent généralement les modérés. Des plus récentes banlieues, en périphérie, où tout le monde semble être pour les armes à feu, contre l'avortement et contre la théorie de l'évolution. La frontière entre ces deux zones est si marquée que Steve Rose, le rédacteur en chef du Johnson County Sun, et de fait chef de file des modérés, se plaint qu'il existe aujourd'hui deux Johnson County. Le premier est la banlieue de mon enfance, avec ses jardins ombragés, ses porches vrombissantes et ses écoles d'élite. C'est ici la terre des républicains raisonnables et modérés. Mais l'autre Johnson County, caractérisé par la banlieue la plus excentrée et la plus récente d'Olas, laisse Steve Rose totalement perplexe.
Ce Johnson County est rétif et frondeur. Il s'obstine à constituer ce que Rose appelle un bastion du conservatisme droitier. Et il prend systématiquement la plus provocatrice des positions, quelle que soit la question du jour. Rose ne peut bien sûr pas utiliser le scénario État rouge, État bleu pour expliquer la différence entre les deux comtés, puisqu'ils ont tous les deux voté pour Bush. C'est pourquoi l'origine de ce fossé reste, à ses yeux, un mystère. Pourtant, si vous observez de près les deux Johnson County, le mystère disparaît immédiatement. Un Johnson County vit dans un environnement bucolique et calme, avec des statues sur chaque rond-point, une piscine à l'arrière de chaque maison et un golf voisin que l'on peut parfois apercevoir derrière les garages géants des maisons. Dans ce Johnson County-là, tout ce que l'on peut voir durant les années électorales, ce sont des affiches appelant à voter pour les modérés. L'autre Johnson County est un lieu caractérisé par ses peintures craquelées, ses édifices faits de contreplaqué, bon marché, ses mauvaises herbes arrivant à hauteur du genou, ses arbustes brûlés par le soleil et ses voitures rongées par la rouille le long du trottoir. Il suffit de rouler quelques rues dans les rues de ce Johnson County-là pour lire sur les murs tous les cris de guerre des conservateurs. La différence entre ces deux Johnson County est à l'évidence une différence de classe. J'utilise le mot classe au sens matérialiste et économique et non en termes de goût et de valeur. Ainsi que nos intellectuels le définissent aujourd'hui. Sur les cartes démographiques du Johnson County, les parties les plus démographiques du Johnson County... Non, pardon. Sur les cartes démographiques du Johnson County, les parties les plus fondamentalement droitières, de Dallas et de Shawnee, se distinguent par la moindre valeur foncière et par un revenu par tête moins important. D'une manière générale, les habitants de ces banlieues sont probablement plus souvent des ouvriers. Ils possèdent moins de diplômes et ils subissent des hauts et des bas de la vie économique, avec un sentiment de crainte et d'insécurité plus important. Plus important que les avocats et les dirigeants d'entreprises de Mission Hills. En revanche, je ne saurais pas dire si les habitants d'Olas et de Shawnee aiment davantage la musique country, les motoneiges ou les courses de stock car que les républicains modérés des banlieues plus aisées. Une chose est claire en revanche, au regard des résultats électoraux des 10 dernières années, les quartiers du Johnson County dont le revenu par tête et la valeur foncière sont les plus bas sont également ceux qui votent en majorité pour la fraction conservatrice. Les quartiers avec les revenus et les valeurs foncières les plus élevées sont de leur côté tout aussi loyaux à l'aile modérée. Plus un quartier est ouvrier, plus il est conservateur. En m'appuyant sur le recensement de 1999, j'ai pu dresser une carte du Johnson County qui nous éclaire sur la répartition en termes de valeur immobilière médiane et de revenus par tête. Même si ce comté est en général considérablement plus riche que le reste du Kansas, les circonscriptions électorales suivantes comparées au reste du comté présentent des valeurs immobilières et des revenus par tête relativement bas. Lenexa, Merriam, Olas, Overland Park et Shawnee. A l'inverse, ceux qui présentent des valeurs immobilières et les revenus par tête les plus élevés sont les circonscriptions de Fairward, Leawood et Mission Hills. J'ai ensuite étudié les résultats électoraux de chacune de ces circonscriptions, au cours des élections suivantes dans lesquelles le choix entre modérés et conservateurs était particulièrement marqué. Primaire républicaine pour l'élection du Sénat américain, 1996 Brownback contre Fram, primaire républicaine pour l'élection au Congrès dans la 3e circonscription du Kansas, 1996 Vince Snowbarger contre Ed Eilert, primaire républicaine pour l'élection au poste de secrétaire de la justice du Kansas, 2002, Phil Klein contre David Atkins. Dans chacune de ces élections primaires, les circonscriptions les moins aisées ont généralement choisi de voter pour le candidat républicain le plus conservateur, tandis que les circonscriptions les plus aisées ont voté pour le candidat modéré. J'ai également observé les résultats de la primaire républicaine pour l'élection du poste de gouverneur du Kansas en 1998, qui opposait Bill Graves et David Miller.
Mais pour cette élection, le candidat modéré l'a emporté dans toutes les circonscriptions du comté. Non seulement cette situation est à l'exact opposé de celle qui prévalait il y a 30 ans dans la totale et parfaite négation du Kansas d'il y a un siècle, quand les habitants des régions les plus durement touchées étaient à la fois plus désespérés et plus radicaux, au Kansas, la géographie politique des classes sociales a été totalement renversée. Lorsque j'étais enfant et que la politique s'intéressait encore partiellement à des questions concrètes, Mission Heights était une des places fortes du conservatisme, tandis que Shawnee et Olas étaient les banlieues du Johnson County les plus susceptibles de voter démocrate. Même s'il faut bien l'admettre que cela n'arrivait pas souvent. Dans les années 70, nos voisins aimaient Ronald Reagan, bien avant que cela devienne à la mode. C'était le genre d'homme qui se serait débarrassé de la moitié de leurs employés dans la minute sans se poser de questions. Et ils le sont restés. Mais désormais, il règne sur un système au sein duquel les travailleurs ont moins de pouvoir qu'avant et où la criminalité en col blanc est encore plus ostensible. Mais le contexte politique a changé. Le cursus du spectre des opinions est à présent si à droite que ceux qui vivent dans le voisinage de la ruine de la famille Frank se trouvent désormais proches du centre politique. Ils sont aujourd'hui le nerf financier des républicains modérés de l'État. Certes, ce ne sont pas des libéraux, et ils restent très à droite, concernant les questions fiscales ou économiques. Ils continuent en outre de voter systématiquement pour le ticket républicain aux élections fédérales, quels que puissent être les individus qui s'y trouvent. Ce sont également eux qui tirent le plus profit de cette lutte des conservateurs contre la fiscalité et leur exigence de pouvoir démanteler les instances fédérales de régulation. Néanmoins, globalement, les résidents de Mission Hills soutiennent les droits des gays sont favorables à l'avortement et admettent la séparation de l'Église et de l'État. Le républicanisme modéré fleure bon à sa classe supérieure. Les candidats républicains modérés sont également ceux qui reçoivent invariablement le plus d'argent en termes de contributions électorales. Le conseil consultatif de la Mainstream Coalition, la plus importante organisation modérée du CRU, est bourré de PDG et d'autres notables de ce quartier. Ces bureaux sont situés près d'un terrain de golf et lorsque j'ai eu l'occasion de m'y rendre, j'ai croisé à de nombreuses reprises des gens dans leur voiture de golf. La Mainstream Coalition est si bourgeoise qu'elle a dû un jour rédiger une circulaire invitant les modérés à sensibiliser les électeurs moins cultivés et moins riches. Le directeur de la Community Foundation du Johnson County, principale association caritative des environs, est également saturé de modérés de premier plan. Les deux groupes modérés et millionnaires entretiennent des rapports si étroits qu'ils sont interchangeables aux yeux des habitants du Kansas. Lorsque le voisin de mon père sera revenu de sa petite virée hebdomadaire en Ferrari, il sera sans doute ravi de vous faire son petit sermon sur les vertus de la diversité. Le fossé entre les classes se manifeste de centaines de manières. Considérons l'anecdote suivante. Racontée en 1998 au lecteur du Washington Post par le journaliste Thomas Edsall, Bill Graves, le gouverneur républicain modéré du Kansas, héritier d'une gigantesque entreprise de transporteurs et résident de Mission Hills, devait affronter, pour les primaires, le responsable de la fraction conservatrice du parti. Graves menait campagne, si l'on peut dire, à partir des confortables bureaux 6 au Johnson County de Lathrop and Garage, célèbre cabinet d'avocats conseil de Kansas City. Une bonhomie suffisante, typiquement républicaine, flottait dans l'air, tandis que l'équipe de campagne se rassemblait dans la salle de conférence du 10e étage d'une des tours de verre d'Overland Park. Puis la bombe éclata, une femme s'avança pour annoncer directement à Graves qu'elle voulait qu'il sache qu'elle ne voterait pas pour lui. Le courageux personnage qui osait ainsi secouer la douce torpeur du gouverneur
était une secrétaire, l'une des plus humbles abeilles ouvrières de la ruche du Johnson County. La raison de sa décision, l'avortement. Favorable à la liberté de choix en ce domaine, Graves était donc trop libéral à son goût. Voilà le Kansas, un état où le héros de la classe ouvrière où les héros de la classe ouvrière sont encore les plus républicains que leurs patrons. Heureusement, à force de pas avorter, ils vont faire naître des wokistes, j'espère. C'est mal barré, hein. Là, c'est mal barré parce que là, du coup, le bouquin date de 2000. Dans début 2000. En ce moment, dans ces états-là, ils sont plus du genre à vouloir faire passer des lois pour interdire des livres, encore une fois, dans les écoles. Parce qu'ils parlent de gays, et ils parlent de critique de la race. Donc voilà. Voilà. On est sur du gros réac, ça a pas bougé. Hein. Même 20 ans plus tard. Allez, 15 ans, on va dire. Avocat profondément conservateur de Mission Hills et en son temps membre du Comité national républicain, Dwight Sutherland Jr. est très clair à ce sujet. C'est une lutte de classe, me dit-il un jour. Les rôles ont été quelque peu inversés. Sutherland est un critique caustique des républicains modérés. Selon lui, les modérés qui convoitent un État où les membres des classes laborieuses se regroupent sous la bannière républicaine, se rassemblent en masse dans de misérables églises, s'allongent devant les voitures et s'enchaînent devant les cliniques où l'on pratique l'avortement, mais qui s'en scandalisent ne sont que des snobs. Nous sommes les meilleurs, pensent les modérés, et nous sommes en droit de diriger cette communauté. Mais nous ne voulons pas que de petits présomptueux se mettent au travers de notre chemin et interviennent dans le processus de ratification des gardiens désignés de l'ordre public que nous sommes. Sutherland n'a même pas raconté plusieurs anecdotes sur le scandaleux préjudice anticonservateur qu'il a pu observer au Kansas City Country Club, bastion notoire de la classe privilégiée du coin. Sa pensée est parfaitement claire. Même les murs des ultimes enclaves de la plutocratie résonnent aujourd'hui du babil radical du politiquement correct. Les principales cibles de la bigoterie UP sont désormais des gens du peuple avec leur drôle de religion et leur politique conservatrice. Je travaille dans les écoles et c'est pas loin de ça. Ah oui. C'est à cause d'Obama de toute façon. Oui, c'est vrai. Le Kansas City Country Club avait fait la une de la presse nationale dans les années 90 quand il avait rejeté la candidature d'un éminent homme d'affaires de confession juive. Voilà, c'était le petit aparté sur le fait que ce soit un bastion notoire de la classe privilégiée du coin, le Kansas City Country Club. Et c'est vrai partout à travers le pays, affirme Sutherland. Il m'a confié quelques pages photocopiées de l'un de ses magazines mis à disposition sur les tables des cafés qui évoquent la vie et les propriétés d'individus très fortunés. Dans un certain coin richissime de la planète, le magazine en question s'appelle Brandywine, dont la mission est d'aduler les adeptes de la chasse à courre du côté du pont Wyeth County, région située entre Philadelphie et Wilmington, dans le Delaware. De toute façon, en appliquant la démarche et la théorie de Najat Vallaud-Belkacem, il a ouvert la boîte de Pandore. Ouais, pauvre Najat. L'article transpire une suffisance bourgeoise qui ne s'invente pas. On nous y présente un couple dont l'homme et la femme se connaissent depuis l'époque où ils piquaient ensemble la même meute de beagles. Depuis peu, la femme, inquiète de l'activisme de la coalition chrétienne locale, a décidé de se lancer dans la politique. Surprise, c'est une républicaine modérée, favorable au contrôle des armes à feu, aux droits des femmes et à la séparation de l'Église et de l'État. Sutherland juge que ces choix politiques insipides
ainsi que des euphémismes qui servent à les décrire, sont tout autant le produit de la position sociale de sa famille que l'est son goût pour la chasse à courre. Les conservateurs du Kansas aiment traiter les républicains modérés de libéraux, et dans leur combat contre les modérés pour le contrôle du parti républicain local, les conservateurs s'imaginent être confrontés au bras local du fameux establishment. Leur guerre est un scénario tout droit sorti des textes d'Ann Coulter ou des monologues de Rush Limbaugh. L'homme du commun contre la structure du pouvoir libéral arrogant et omniscient. Si les modérés sont bien de parfaits conservateurs en termes d'économie, ils collent également tout à fait au stéréotype de l'élite libérale, avec les attributs culturels et une mentalité libérale incarnée par le mépris intolérant de commentateurs tels que David Brooks. On trouve au Kansas des républicains qui boivent en effet du chardonnay et collent des autocollants de Martha's Vineyard sur le pare-brise de leur Saab. Martha's Vineyard est une île dans l'état du Massachusetts très prisée par les riches vacanciers de la jet-set américaine. Il y a des modérés qui ne supportent que le café à l'européenne, le pain complet et le meilleur des chocolats. Certains d'entre eux font leurs courses chez Restoration Hardware ou Whole Foods et méprisent ceux qui vont chez Walmart. Des modérés écoutent en effet religieusement la National Public Radio et s'obstinent à s'adresser en français aux serveurs dans les restaurants français. Il y a bien entendu des modérés qui fréquentent les églises du WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blanc protestant d'origine anglo-saxonne, où l'on se montre très compréhensif envers les gays qui s'opposent au Patriot Act et manifestent en faveur des droits des immigrés. Et il y en a même qui pensent réellement que la totalité de la classe ouvrière blanche est raciste. Mais ces gens-là ne sont pas pour autant libéraux. Ce qu'ils constituent, en réalité, c'est un groupe d'intérêt. Leurs comportements et opinions doivent bien plus aux règles de la courtoisie et du goût qui prévalent dans le monde des cadres et des dirigeants d'entreprise qu'à celles du monde de Franklin Roosevelt et du syndicat des mineurs unis. Après tout, nous vivons dans une époque où des patrons écrivent des essais stupéfiants sur la nature du changement, où des musiciens punk diffusent des recettes managériales, où des réflexions superficielles servent à vendre des voitures de luxe, où des milliardaires construisent des musées du rock'n'roll, où des théoriciens du management évaluent les avantages de la coolitude, et où un ancien parolier de Grateful Dead célèbre l'avènement du capitalisme de la nouvelle économie depuis les hauteurs de Davos. Grateful Dead fut un groupe de rock psychédélique américain entre 65 et 95 pour lequel l'auteur semble avoir une passion de jeunesse. C'est une note de l'édition. Même si les conservateurs ne comprennent pas bien pourquoi la culture des affaires s'est fondue dans la contre-culture pour des raisons qui ont beaucoup à voir avec l'éternelle priorité du monde, des affaires, le profit. D'ailleurs, en tant que représentants de ce monde des affaires, les modérés sont les principaux bénéficiaires de la guerre de classe qui fait rage. Même si les conservateurs vitupèrent contre les riches et les puissants, la politique qu'ils contribuent à mettre en place, dérégulation, privatisation, etc., ne sert qu'à rendre les modérés encore plus riches et encore plus puissants. Et même si cela peut blesser un tantinet les sentiments des modérés d'entendre leurs secrétaires les traiter de faux républicains, la politique de réduction fiscale que les conservateurs ont appliquée a certainement contribué à calmer leur douleur. Car pour finir, même quand ils perdent, les modérés gagnent. Si la situation peut sembler paradoxale, elle est également universelle. Depuis des décennies, les Américains assistent à une révolte populiste qui ne profite qu'à ceux qu'elle est censée renverser. Finalement, le Kansas ne nous offre qu'une version extrême de cette mystérieuse situation. Les travailleurs en furie, forts de leur nombre, se soulèvent irrésistiblement contre l'arrogance des puissants. Ils brandissent leurs poings au nez des fils du privilège. Ils se gaussent des affectations délicates des dandys de Leewood. Ils se massent aux portes de Mission Hills en brandissant le drapeau noir, et tandis que les millionnaires tremblent dans leur demeure, ils crient leurs terribles revendications « Laissez-nous réduire vos impôts !» Et c'est la fin du chapitre 5.
On passera donc, vu que c'est aussi la fin de la partie 1, on passera à la partie 2, cette fureur qui dépasse l'entendement, avec le chapitre 6, persécuté, impuissant et aveugle.